Brigitte Bardot est morte à 91 ans, seule, loin des caméras, dans le silence de sa maison de Saint-Tropez. La France pleure une icône, mais que savait-elle vraiment de la femme derrière l'image? Pourquoi Bardot a-t-elle voulu disparaître si tôt, abandonnant à 39 ans une carrière que d'autres auraient tuée pour avoir? Que s'est-il passé à l'âge de 26 ans, lorsque la star la plus adulée du pays tenta de mettre fin à ses jours? Était-ce un appel au secours ignoré ou la révolte ultime d'une femme qui ne s'appartenait plus? Et que signifie vraiment cette retraite extrême, ce choix de s'isoler parmi les animaux, loin des hommes, loin de son fils même? Était-ce un cri de liberté ou un aveu d'échec? Pour comprendre, il faut revenir au tout début, avant la légende, avant le mythe. Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte Anne-Marie Bardot grandit dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, où la bienséance et l'apparence primaient sur l'émotion. Son père, industriel rigide, imposait une discipline de fer, tandis que sa mère projetait sur elle un idéal de perfection féminine entre ballet classique et bonnes manières. Dans cet environnement froid, la petite Brigitte apprend très tôt à se taire, à plaire, à obéir. Elle danse pour exister, mais son corps n'est jamais vraiment à elle. Il est corrigé, redressé, façonné pour répondre aux attentes des autres. Très vite, elle devient l'objet de regard, celui des parents, des professeurs, puis des hommes. À 15 ans, elle est repérée par le magazine Elle. Sa beauté magnétique, animale, presque sauvage, tranche avec l'élégance sage des canons d'alors. Devant l'objectif, elle semble se libérer, mais dans l'intimité, elle vacille. Bardot n'est pas une adolescente insouciante. Elle lit Dostoïevski, pleure souvent et souffre de crises de solitude aiguë. Elle écrit dans ses carnets qu'elle se sent comme enfermée dans un costume trop étroit. Ce costume, pourtant, va devenir sa seconde peau. L'année 1952 marque un tournant. Elle fait ses débuts au cinéma dans Le Trou normand, mais c'est surtout sa rencontre avec Roger Vadim qui change tout. Il a 24 ans, elle en a 18, il devient son mentor, son Pygmalion, son époux et l'homme qui va la propulser sur les écrans du monde entier. Leur film « Et Dieu créa la femme » 1956 est un séisme culturel. Bardot y incarne Juliette, une jeune femme sensuelle et libre qui trouble les hommes et défie les codes. Ce n'est plus du jeu, le monde entier se met à désirer Bardot. Mais derrière cette ascension fulgurante, un malaise grandit. Brigitte ne contrôle plus rien. Les producteurs décident de ses rôles, la presse traque ses gestes, les hommes fantasment sans retenue. À seulement 22 ans, elle est déjà épuisée. Ses interviews montrent une jeune femme frêle qui sourit mécaniquement, évite les questions et dissimule ses fêlures derrière des lunettes noires. Elle confie à un ami qu'elle ne vit plus dans son corps, mais dans une image que les autres veulent voir. Son mariage avec Vadim s'effondre sous la pression, remplacé par d'autres liaisons tout aussi destructrices. Et pourtant, elle continue, parce qu'on l'exige, parce qu'on l'idolâtre, parce qu'on ne lui laisse pas le choix. Mais Brigitte Bardot ne sera jamais docile. Même jeune, même broyée par le système, elle résiste. Ses colères sur les tournages, ses refus d'obéir aux ordres, ses silences en conférences de presse ne sont pas des caprices, ce sont des cris. Elle tente de reconquérir sa voix dans un monde qui ne veut entendre que son corps. Et c'est peut-être là que réside la tragédie de Bardot. Dès le départ, elle n'a pas été construite comme une actrice, mais comme un symbole. Un symbole d'une féminité libre, mais sexualisée, d'une indépendance, mais asservie au regard des hommes. Et au fil des années, ce décalage entre l'image et la femme réelle va devenir un gouffre. Ce gouffre, elle essaiera de le combler par des choix radicaux. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre comment l'icône est devenue piège, comment la gloire a étouffé la voix intérieure, et comment lentement, Bardot a commencé à disparaître derrière son propre reflet. Au mi-temps des années 1950, la France découvre une star comme elle n'en avait jamais connue. Brigitte Bardot explose à l'écran dans « Et Dieu créa la femme » et avec elle, une nouvelle définition du désir, du féminin, de la rébellion. Ce n'est pas seulement une actrice, c'est un séisme culturel.
Elle est blonde, sauvage, pieds nus dans les rues de Saint-Tropez, provocante sans le dire, sensuelle sans le vouloir. Le monde entier est fasciné. Les Américains l'appellent bébé, les paparazzi campent devant chez elle, les photographes de Paris Match, Life ou Look se battent pour un cliché. À 23 ans, Bardot devient l'image de la France moderne, libre, charnelle. Mais cette liberté apparente est une prison dorée. Derrière les flashs, elle suffoque. Le succès est si brutal qu'il la submerge. Les tournages s'enchaînent sans répit. La vérité, Babette s'en va en guerre, le mépris. À chaque film, elle incarne une femme différente, mais toujours la même aux yeux du public, un fantasme ambulant. On ne lui pardonne rien. Chaque geste, chaque amant, chaque mot est scruté, disséqué, jugé. Quand elle ose dire qu'elle préfère les animaux aux humains, on crie au scandale. Quand elle quitte un homme, on l'accuse d'être cruelle. Quand elle s'éloigne de son fils, on la traite de mauvaise mère. Bardot n'a plus le droit d'être simplement une femme. Elle doit être mythe tout le temps, partout. Et pourtant, elle essaie. Elle chante, elle tourne avec Godard, elle tente d'explorer d'autres facettes d'elle-même. Mais l'industrie ne veut pas de sa complexité. Le public réclame la Bardot de Saint-Tropez, éternelle nymphette. Elle qui rêvait d'être danseuse ou comédienne dramatique devient prisonnière d'une silhouette. Elle commence à refuser des projets, à se replier. Le silence devient une forme de résistance. Les colères aussi. On l'a dit capricieuse, instable, incontrôlable. En réalité, elle lutte pour ne pas disparaître. À la fin des années 60, elle tente de reprendre le contrôle. Elle s'essaie à la chanson avec Serge Gainsbourg dans une relation artistique et amoureuse aussi tumultueuse que médiatisée. Leur duo « Je t'aime, moi non plus » est sulfureux, interdit dans plusieurs pays. Mais à la dernière minute, Bardot demande à Gainsbourg de ne pas le sortir. Elle ne veut plus offrir son intimité au monde entier. Trop tard. Le titre deviendra un succès dans une autre version chantée avec Jane Birkin. Dans sa villa de la Madrague, Brigitte Bardot tente d'échapper à l'agitation. Elle invite quelques amis, recueille des animaux blessés, fuit les plateaux. Mais même là, les journalistes l'attendent. Elle ne peut plus bronzer sur sa terrasse sans être prise en photo. La célébrité la poursuit comme une ombre qui refuse de s'éteindre. Les lettres d'admirateurs se comptent par milliers. Des inconnus escaladent sa clôture pour l'apercevoir. Elle devient un objet d'un culte étouffant. Et au cœur de cette folie, une solitude s'installe. Elle a des amants célèbres, Jean-Louis Trintignant, Samy Frey, Gunther Sachs, mais peu de réconfort. Les hommes m'aimaient parce que j'étais Bardot, dira-t-elle, pas parce que j'étais moi. Elle cherche l'amour, mais récolte souvent la trahison, la jalousie ou la soumission. Ses mariages échouent. Son rôle de mère est contesté, voire nié. Son fils Nicolas, né en 1960, est élevé loin d'elle. Elle l'avoue elle-même, elle n'a pas pu être mère. Trop fragile, trop surveillée, trop seule. En 1973, à 39 ans, elle choque le pays en annonçant sa retraite définitive. « Je ne veux plus jouer, dit-elle, je veux vivre ». Dans un pays qui glorifie ses actrices jusqu'à l'épuisement, cette rupture est radicale. Bardot ne veut plus plaire, ni séduire. Elle veut exister sans masque. Elle veut reprendre possession de son corps, de sa voix, de son silence. Mais le monde ne l'oublie pas, il ne veut pas. Il la ramène sans cesse à sa légende. Les rediffusions de ses films, les anniversaires de sa naissance, les photos de sa jeunesse, tout rappelle qu'elle fut une déesse. Mais Brigitte Bardot, elle, ne veut plus l'être. Elle préfère la compagnie de chats, de chèvres, de chevaux, elle préfère les battements simples d'un cœur animal à l'obsession humaine pour l'image. C'est là, dans cette tension entre lumière et isolement, que se joue la véritable tragédie de Bardot. Car on peut arrêter le cinéma, mais peut-on vraiment arrêter d'être un mythe ? Elle avait tout pour être heureuse, disait-il. Et pourtant, à seulement 26 ans, au sommet de sa gloire, Brigitte Bardot tente de mettre fin à ses jours. Le 28 septembre 1960, jour de son anniversaire, elle absorbe une forte dose de barbiturique dans sa maison de la Madrague. Une tentative de suicide passée presque sous silence, minimisée par la presse comme un simple coup de blues, mais dans le silence de cette pièce fermée à clé, c'était un cri désespéré. « Je ne m'appartiens plus », confiera-t-elle plus tard. Et ce n'était que le début. Derrière les sourires et les robes à pois, Brigitte Bardot vivait une guerre intérieure. Chaque rôle renforçait une image dans laquelle elle ne se reconnaissait plus. Elle n'était plus une femme, mais une représentation.
Et chaque homme qu'elle rencontrait semblait davantage amoureux de cette image que d'elle-même. Roger Vadan, son premier amoureux, la façonne comme une muse. Samy Frey, Jacques Charrier, Gunther Sachs, tous l'admirent, la désirent, l'exhibent. Mais qui la protège vraiment? Qui l'écoute? Qui voit la jeune fille blessée qu'elle était restée? Sa relation avec Jacques Charrier, père de son fils Nicolas, est emblématique de cette fracture intime. Le mariage est bref, tendu, médiatisé à outrance. Lorsque Bardot donne naissance à Nicolas, elle refuse de l'allaiter, ne cache pas son malaise, se confie même à la presse sur sa peur viscérale de la maternité. Des propos que la France ne pardonne pas. Elle est aussitôt qualifiée de mère indigne, une étiquette qui ne la quittera jamais. À plusieurs reprises, elle dira qu'elle aurait préféré ne pas avoir d'enfant. Des phrases insupportables dans un pays qui la veut femme parfaite, épouse idéale, déesse de la fécondité. Mais Bardot n'est pas là pour plaire. Plus le monde la réclame, plus elle se rétracte. Et lorsqu'elle commence à exprimer des opinions politiques et sociales tranchées, le scandale devient permanent. Dans les années 1990 et 1900-2000, elle publie plusieurs textes polémiques dénonçant l'immigration, l'islamisme radical, la corrida, la chasse, la surpêche. Si certains saluent son engagement animalier sans faille, d'autres dénoncent des propos jugés islamophobes ou extrémistes. Elle est condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Mais Bardot assume. Elle se dit libérée de toute hypocrisie, affirme qu'elle n'a plus rien à perdre et se déclare au service de la vérité et des bêtes. Ces sorties médiatiques détonnent dans un paysage culturel où la plupart des stars restent prudentes, consensuelles. Bardot, elle, attaque frontalement. Elle attaque les politiques, les artistes, les journalistes. Elle rompt avec le monde du spectacle, qu'elle juge vide et faux. Elle ne participe plus à aucune cérémonie, refuse les hommages, rejette la Légion d'honneur. « Je n'ai pas besoin de décoration d'un pays que je ne reconnais plus », écrira-t-elle dans une lettre ouverte. Cette radicalité n'est pas nouvelle. Depuis sa jeunesse, Bardot a toujours agi à contre-courant. Ce qui change, c'est que maintenant elle le fait sans filtre, et cela lui vaut de nombreuses inimitiés. Elle devient une figure controversée, admirée pour sa franchise, haïe pour ses excès. Ses amitiés se raréfient. Même son fils Nicolas prend ses distances. Il part vivre en Norvège avec sa famille, coupe presque tous les liens. Bardot dira plus tard « Je suis plus proche de mes animaux que de mes proches ». Mais peut-on vraiment lui en vouloir de cette dureté? N'est-ce pas elle le reflet d'un monde qu'il a exploité, consumé et abandonné dès qu'elle cessait de sourire? Dans son autobiographie initiale Bébé, elle révèle avoir été harcelée sexuellement par des réalisateurs, manipulée par des producteurs, trahie par des proches. Elle évoque aussi un avortement clandestin à l'âge de 20 ans, une intervention illégale, douloureuse, traumatisante. Des souffrances longtemps tues, car une star n'a pas le droit de se plaindre. Et puis, il y a ce rapport au corps, toujours ambivalent. Bardot a été désirée par des millions d'hommes, mais rarement respectée pour son intelligence ou sa sensibilité. Elle confiera s'être sentie violée moralement par les regards intrusifs, les jugements incessants. Elle refuse la chirurgie esthétique, laisse son corps vieillir, s'effacer, un choix courageux dans une société obsédée par l'image. Mais ce refus alimente aussi les critiques. Bardot est méconnaissable, titrent les magazines. Elle a mal vieilli, comme si son seul droit était de rester belle. L'un des scandales les plus marquants reste sa rupture brutale avec le monde artistique. En 1973, elle refuse un rôle proposé par François Truffaut. En 1974, elle quitte un plateau en pleine prise. En 1975, elle vante une partie de ses biens pour financer la fondation qui portera son nom. Elle ne veut plus jouer le jeu, elle veut exister autrement. Mais peut-on sortir vivant d'un mythe qu'on a incarné si fort ? La réponse de Bardot est sans appel, elle choisit l'exil intérieur. Elle s'isole, s'enferme, écrit, lutte pour les animaux, combat les humains. Elle ne revient jamais vraiment. Chaque apparition publique est un événement, chaque phrase une tempête. Et c'est peut-être cela le dernier secret de Bardot, avoir osé devenir invisible pour rester libre. À partir de son retrait brutal du cinéma, Brigitte Bardot ne disparaît pas vraiment. Elle se retire. La nuance est essentielle. Elle cesse de jouer, mais pas d'exister. Simplement, elle choisit un autre champ de bataille. À Saint-Tropez, derrière les volets fermés de la Madrague, l'ancienne icône vit entourée d'animaux blessés, abandonnés, menacés. Des chiens, des chats, des chèvres, des chevaux. Elle les protège comme elle aurait voulu l'être. Là où les humains l'ont trahie,
Les animaux ne mentent pas. Cette vie recluse est une réponse radicale à des décennies d'intrusion. Bardot ne supporte plus les regards, les questions, les attentes. Elle refuse les interviews filmées, les hommages télévisés, les anniversaires célébrés en grande pompe. Elle ne veut plus être photographiée, elle ne veut plus être interprétée. Sa solitude n'est pas un accident, c'est une décision. Et pourtant, cette retraite n'efface pas la douleur, elle la rend plus visible. Avec les années, son discours se durcit. Elle écrit, fulmine, accuse. Elle parle d'un monde qu'elle ne reconnaît plus, d'une société qu'elle juge hypocrite, violente, indifférente à la souffrance animale. Sa fondation devient son dernier refuge, sa dernière mission. Elle y consacre son argent, son énergie, sa santé. Bardot ne cherche plus à plaire, elle cherche à survivre à sa manière. Mais ce choix a un prix. Ses positions choquent, ses mots blessent, ses condamnations judiciaires s'accumulent. Elle est isolée politiquement, culturellement, humainement. Beaucoup d'anciens amis s'éloignent, certains la renient. Le lien avec son fils reste distant, presque inexistant. Bardot n'essaie plus de réparer, elle assume. Elle dit préférer la solitude au compromis, l'impopularité à la soumission. Dans les dernières années de sa vie, les apparitions se font rarissimes. Les nouvelles concernant sa santé inquiètent. Problèmes respiratoires, chutes, fatigue chronique. Elle vieillit sans artifice, sans mise en scène. Refusant les hôpitaux autant que possible, elle veut rester chez elle, avec ses bêtes, jusqu'au bout. Comme si quitter ce lieu revenait à se rendre une dernière fois au regard du monde. Sa mort, à 91 ans, survient sans spectacle. Pas de caméra, pas de tapis rouge, pas de dernière révérence. Juste la fin d'un long exil intérieur. La France se réveille orpheline de l'un de ses mythes les plus puissants. Les hommages affluent, contradictoires. Certains saluent la star, d'autres dénoncent la militante radicale. Beaucoup avouent ne jamais avoir vraiment compris la femme. Et c'est peut-être là que réside l'ultime tragédie de Brigitte Bardot. Avoir été aimée par des millions, mais comprise par si peu. Avoir incarné la liberté féminine tout en se sentant prisonnière. Avoir fui les hommes sans jamais cesser d'être observée. Jusqu'à la fin, elle aura choisi sa voie, quitte à être jugée, rejetée, détestée. Sa chute n'est pas celle d'une star déchue, mais celle d'un mythe trop lourd à porter. Une femme qui a préféré s'effacer plutôt que de se trahir. Une dernière fugue, non pas loin du monde, mais loin de ce qu'il exigeait d'elle. La mort de Brigitte Bardot n'a pas seulement mis fin à une existence, elle a scellé le destin d'un mythe qui avait toute sa vie cherché à s'échapper de sa propre légende. Car Bardot ne voulait ni la pitié, ni la compassion, ni la réhabilitation. Elle voulait qu'on la laisse tranquille. Et dans un monde où la notoriété devient un piège doré, son choix de silence, d'isolement, de rupture avec les codes reste l'un des gestes les plus subversifs qu'ait posé une célébrité française. Il y a dans son parcours une douleur inavouée, une tension permanente entre ce qu'elle représentait pour les autres et ce qu'elle cherchait pour elle-même. Les éloges venus après sa disparition sont teintés d'ambiguïté. Peut-on vraiment rendre hommage à une femme que l'on a tant réduite à son image? Peut-on prétendre l'avoir admirée alors qu'on a cessé de l'exploiter, de la juger, de la déformer? Son héritage aussi divise. D'un côté, une actrice inoubliable, muse de cinéaste, pionnière d'une sexualité libérée à l'écran, symbole d'une France insouciante et glamour. De l'autre, une militante intransigeante, parfois polémique, avec des mots tranchants, souvent condamnés, jamais adoucis. Ce double visage dérange, fascine, interroge, car Bardot n'a jamais cherché à être aimée pour ce qu'elle n'était pas. Elle ne voulait pas devenir immortelle, elle voulait exister, pleinement, libre, même si cette liberté signifiait la solitude, la marginalisation, la controverse, même si elle impliquait de dire des choses qu'on ne voulait pas entendre, même si elle devait se couper de sa famille, de son fils, de la société du spectacle. Et au fond, n'est-ce pas là que repose la question que soulève toute sa trajectoire? Peut-on vraiment être soi-même dans un monde qui préfère les illusions? Peut-on survivre à la célébrité sans en être brisé? Bardot, par ses choix radicaux, semble répondre oui, mais à quel prix?
un prix que peu accepteraient de payer. Son nom restera à jamais associé à une époque, à une silhouette, à un regard. Mais ce que Bardot a tenté de transmettre dans ces dernières décennies, c'est autre chose, une défiance absolue face à l'hypocrisie, une fidélité brutale à ses convictions et une volonté farouche d'appartenir à soi et à personne d'autre. En refermant ce chapitre, on ne peut s'empêcher de ressentir un mélange d'admiration, de tristesse et de vertige, parce qu'au fond, Brigitte Bardot ne nous laisse pas simplement un héritage artistique, elle nous laisse un miroir, celui d'une société qui transforme ses icônes en prison, qui glorifie la beauté pour mieux la broyer, qui élève des femmes sur des piédestals pour ensuite les isoler. Et vous, chers spectateurs, que voyez-vous aujourd'hui lorsque vous pensez à Bardot ? Une star, une provocatrice, une femme blessée, une combattante pour les sans-voix, ou peut-être un peu de tout cela à la fois. Ce qui est certain, c'est qu'en choisissant de mourir fidèle à elle-même, Brigitte Bardot a posé une ultime question. Et vous, seriez-vous prêt à tout perdre pour être enfin libre ?